Bien, mesdames et messieurs, il est temps de reprendre le fil de nos débats et de nos réflexions avec une première table ronde autour des questions suivantes. Qu'est-ce qu'être chef? Qu'est-ce qui fonde le leadership? Quelle part d'engagement, quelle part de professionnalisme? Et pour répondre à ces questions que vous vous êtes tous plus ou moins consciemment posées un jour ou l'autre, eh bien, je rejoins nos invités. Un grand merci à vous quatre d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Alors, Anna Pédelaborde, vous êtes fondatrice et gérante de l'Échoppe de la Lune. C'est un très joli nom. C'est une épicerie bordelaise qui, entre gourmandise, culture et histoire, eh bien, rassemble tous les produits qui sont nés à Bordeaux depuis le XVIIIe siècle. Ça fait envie. Vous êtes également la présidente de la délégation Bordeaux-Gironde de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Alors Van Mardy-Rossian, vous parcourez le monde en tant que chef d'orchestre et compositeur, et puis vous avez aussi, pendant 15 ans, enseigné. Vous avez à vos côtés Laurent Chaban, qui est toujours le cofondateur de la coopérative C'est qui le patron. Quant à vous, Denis Christol, eh bien, cela n'a pas changé non plus depuis tout à l'heure. Vous êtes toujours chercheur en sciences de l'éducation à l'université de Nanterre. Mais pour l'heure, on va faire honneur à la musique, puisque c'est vous, Van Mardy-Rossian, qui allez donner le tempo à notre débat avec cette première question. Dans chef d'orchestre, il y a chef et puis il y a orchestre. Alors, quelle part de leadership et quelle part de musique dans votre métier? La part de musique est énorme, c'est-à-dire c'est à 100% musique. Par contre, le leadership... Alors, il faut savoir qu'un chef d'orchestre, il y a quand même deux postes dans un seul, c'est-à-dire il y a le chef d'orchestre qui dirige l'orchestre et puis il y a le directeur musical de l'orchestre qui fait tout le travail d'un directeur, d'un chef d'un établissement, c'est-à-dire il prépare les programmes à l'avance, il convoque les gens, il convoque les solistes, etc. etc. Donc souvent c'est la même personne. En quelque sorte. Voilà, souvent c'est la même personne, et puis des fois il y a juste le directeur musical qui choisit quelque chose, et puis c'est un autre chef invité qui vient pour diriger un concert. Ça, voilà. Donc la musique est omniprésente. Donc c'est 100% musique et puis quoi 20, 30, 50, 70% je veux dire c'est 100% musique et puis 100% aussi de leadership puisque vous savez les concerts sont live, c'est en direct, donc toute la préparation qui a été faite à l'avance, ouais. Sur scène, au moment précis, le chef il a tout le choix de changer des choses qui étaient déjà prévues à l'avance, etc. Et tout le monde doit le suivre. C'est-à-dire il y a une loi qui dit que même si le chef a tort, c'est qu'il a raison. Bon, pendant voilà. le concert, en tout cas. C'est très sain, moi, je trouve. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'expérimentez dans vos établissements. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours vécu comme ça. En tous les cas, moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est cette aspiration au leadership. Est-ce qu'elle est, elle est innée? Vous l'avez toujours eue? Selon les dires de mes parents, parce que je ne me rappelle pas très bien, c'est que déjà tout petit, voilà. C'était vous le chef à la maison? C'était moi le chef, non seulement à la maison, au jardin d'enfants, à la maternelle, etc. Et je me rappelle même quand on faisait des sales coups en classe, c'était moi qui était là pour dire que bon, on se sauve des cours, on va aller jouer au foot au lieu de rester à l'école, etc., etc. Donc c'était très drôle parce que depuis toujours, on me suivait. D'accord. Et alors, c'est quoi finalement un bon chef? Chef, c'est tout à l'heure, vous avez dit un chef et un leader, ce sont des personnes différentes. Dans notre métier, c'est la même chose. C'est-à-dire, il y a un chef type napoléonien qui laisse les armées aller, et lui, il contemple et il le fait. Et puis, il y a le chef type Alexandre le Grand qui se met devant, l'épée en avant et qui y va. Donc, pour quelque nous, chose me dit que vous êtes plutôt dans le deuxième modèle. Voilà, exactement. C'est plutôt Alexandre, oui. Et vous me disiez, on est là, c'est celui qui est en première ligne. Et quand on préparait cet entretien, vous m'avez expliqué, le chef, c'est celui qui est prêt à prendre des décisions et à les assumer jusqu'au bout. Il doit prendre les décisions et assumer jusqu'au bout, puisque vous êtes en face d'un orchestre, ça peut aller de 20 jusqu'à 120 musiciens selon la taille de l'orchestre. Et puis avec chacun des musiciens, c'est un grand professionnel qui connaît bien son instrument, qui connaît tout. Et puis avec sa propre sensibilité,
possibilité. Donc, pour mettre 120 personnes ensemble pour qu'ils puissent jouer la même partition de la même manière, il faut qu'il y ait un seul décisionnaire. Voilà, c'est tout. Et est-ce que être seul parmi 120 personnes, est-ce que c'est aussi être seul tout court? Est-ce que la solitude du chef dont on parle souvent, c'est une réalité? C'est une vraie réalité, oui. Le chef est tout seul puisqu'il prend les décisions tout seul. Il en tient les conséquences tout seul, c'est-à-dire si le concert ça se passe mal, on ne dit pas que l'orchestre était mauvais, on dit que le chef était mauvais. Voilà. Et si le concert ça se passe bien aussi, on dit que le chef était bon. Donc, mais par contre, on n'oublie pas quand même la mérite des musiciens, c'est-à-dire un bon chef avec un mauvais orchestre, ça va rien donner non plus. Hein. Donc. D'accord. Alors Anna Pedlaborde, donc vous êtes fondatrice et gérante de l'Échoppe de la Lune. Vous avez 5 collaborateurs, je crois. Vous êtes aussi, je l'ai dit, à la tête de la délégation Bordeaux-Gironde de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Est-ce que cette idée qu'il faut accepter une part de solitude quand on crée son entreprise, vous l'avez intégrée très vite? Non seulement je l'ai intégré très vite, mais je l'ai vécu. Et je pense que de toute façon, tout chef d'entreprise, chef d'établissement vit cette solitude à un moment donné, quel que soit le type de management qu'il opère. Personnellement, moi, je suis sur du management participatif depuis le début de ma carrière. Et même si on s'entoure et qu'on permet à toute notre équipe de donner son avis, de construire ensemble n'importe quel projet, à un moment donné, effectivement, je suis d'accord que le chef d'entreprise doit décider. Et dans ces décisions qui peuvent être des bonnes décisions comme des décisions très compliquées à prendre, bah là, on est seul, il n'y a plus personne. Ça, alors, les compétences qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise ou une bonne chef d'entreprise, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions, les assumer. Quelles sont les autres compétences à avoir? Pour moi, c'est hyper important de savoir décider, de donner le cap, mais aussi, du coup, très important aussi de savoir écouter. Parce que l'écoute, pour moi, c'est la base du management et c'est la base du coup du chef d'entreprise, même si à la fin, il faut savoir prendre des décisions. Après, moi, ce qui est important pour moi, c'est que dans tous les cas, on puisse travailler ses forces. Ça, alors justement, quand vous dites ça, il faut savoir écouter, il faut savoir s'écouter. Votre expérience vous a prouvé, y compris douloureusement, puisque vous avez eu un ennui de santé après avoir un peu trop forcé sur le travail en voulant être parfaite. Ça vous a montré que vous deviez surtout creuser travailler vos compétences plutôt que vos points faibles. Oui, tout à fait. Et c'est un exemple, moi, que je transmets, que j'essaye en tout cas de transmettre au plus grand nombre. C'est que j'ai passé des années en grande distribution à essayer de travailler mes faiblesses. Et vraiment à essayer d'être parfaite sur des points de faiblesse que je trouvais en tout cas. Et j'ai eu un AVC très, très tôt, à 25 ans, parce que j'essayais de faire en sorte d'être toujours la meilleure. Et en fin de compte, j'ai un manager un jour qui m'a dit « Arrête d'essayer d'être parfaite dans tout et essaye de comprendre tes points forts et accentue ces points forts-là. » Et une fois qu'on travaille ses forces, c'est là qu'en fait, tout ce qu'on imagine être des faiblesses devient accessoire et coule tout seul. Par exemple, la sensibilité, c'est ça? Exactement. Moi, la sensibilité a toujours été une faiblesse pour moi. Toujours dans les négociations avec les fournisseurs. Enfin, voilà, je me sentais très faible d'être sensible. Et en fait, j'ai réalisé que c'était une véritable force pour moi, que j'arrivais à m'entourer de personnes bienveillantes et qui, du coup, allaient dans le cadre de l'entreprise et savaient que par mon empathie et par ma sensibilité, j'étais aussi très à l'écoute des leurs. Et du coup, aujourd'hui, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Vous avez parlé de la grande distribution. Je dois dire que vous avez été pendant 8 ans salarié chez Auchan comme chef de rayon, puis comme acheteuse. Est-ce que dans la grande distribution, chez un géant comme Auchan, on a aussi la possibilité de pratiquer un management participatif, ou est-ce qu'on est plutôt dans une structure verticale, comme on pourrait l'imaginer ?
Mais en fait, moi, j'ai appris le management participatif par Auchan. Je ne dis pas que dans toutes les grandes distributions, c'est pareil, et je ne dis pas qu'à n'importe quel moment, ce soit la même chose. C'est-à-dire que ce que je dis souvent, c'est que ça dépend des périodes. C'est comme diriger un État, c'est comme diriger un établissement scolaire. Il y a des moments donnés où on peut être plus à l'écoute et plus laisser faire, et il y a un moment donné où il faut savoir tenir la barque et dire non. Et c'est ça aussi le rôle du chef d'entreprise. Donc oui, en grande distribution, moi j'ai appris à redonner la main aux collaborateurs, à permettre à n'importe qui d'exprimer ses projets. Par contre, à la fin, j'étais seule à décider. Comment on fait quand on a 22 ans, qu'on entre dans une entreprise comme celle-là, avec des collaborateurs qui sont placés sous notre autorité, sous notre hiérarchie et qui sont proches de la retraite? On arrive à faire accepter ses choix, ses décisions et à faire reconnaître sa légitimité? Après, je pense que c'est une question d'humilité déjà. Il faut savoir être humble par rapport à sa position, apprendre des personnes qui sont nos aînés et qui ont une expérience passée, tout en laissant passer ses messages et ses convictions personnelles, mais toujours en respectant ce qui a été fait. Et ça se passe bien. On évoquait avec Denis Christol tout à l'heure l'apprentissage du leadership. Est-ce que vous avez appris à être un leader à l'école, dans une école de management, ou est-ce que vous l'avez appris différemment? Alors, je rejoins encore une fois, ça m'a fait rire, parce que moi, mon père me dit tout le temps que quand il m'a vu à 2 ans à la crèche, il a su que je serais leader. Et j'ai jamais compris ça. Et maintenant, quand je vois ma fille, je me dis, OK, je comprends d'où ça, je vois ce qu'il veut dire. La relève est assurée pour Ouais, votre entreprise, tout va bien. C'est souvent difficile à canaliser, mais je pense que ça peut faire de belles choses. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, moi j'ai fait une école supérieure de commerce, mais encore une fois, j'ai tout fait bien comme il fallait. J'étais dans le privé, je voulais être la meilleure, latin jusqu'au bac, permis du... Enfin, voilà, il fallait tout faire bien comme il faut. Effectivement, j'ai fait une école de management, mais personnellement, je ne considère pas que le nom d'un diplôme fasse le leader, mais que c'est plutôt une question de compétence, une question d'envie aussi. Voilà. Alors, une dernière petite question pour vous. Vous présidez donc la délégation Bordeaux-Gironde de l'association Femmes Chefs d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il faut une association de femmes chefs d'entreprise? Est-ce que ça veut dire que quand on est aujourd'hui un leader au féminin, on doit faire ses preuves davantage que les hommes? Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et qui, honnêtement, je vous disais, c'est pas que ça m'agace, mais c'est que je me dis, j'ai hésité à la poser, ouais, mais en même temps, c'est quand même de votre faute si vous êtes président d'une association comme celle-là. Je rigole, mais j'ai hâte qu'on ne pose plus cette question-là, parce que je pense encore une fois que c'est une question de génération, dans le sens où moi, j'ai pas du tout vécu différemment le fait d'être une femme. En même temps, j'ai jamais été un homme, donc je sais pas si ça aurait été plus facile, mais j'ai pas eu l'impression de m'être battue 2 fois plus pour arriver où j'en suis et pour aller où j'ai envie d'aller, mais aussi parce que l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de l'école, et l'éducation qu'a reçue mon conjoint, qui aujourd'hui à la maison fait autant que moi et me soutient, mais à mort, dans tous mes projets les plus fous qui soient, font qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence pour moi. Maintenant, je comprends qu'à une certaine époque, il y a des femmes qui se sont battues pour ça, et je les en remercie, et j'espère que demain, l'école de demain fera qu'on ne posera plus cette question-là. Et ce qui ne m'empêche pas d'être aujourd'hui chef d'entreprise, enceinte jusqu'au bout, voilà, de mon exactement. deuxième enfant. Vous m'avez dit, ce ne sera pas possible de vous le cacher, je suis enceinte et c'est le 9e mois. Voilà. Je vous confirme, c'est difficile de le cacher. Alors, on va passer la parole à Laurent Chaban, qui est cofondateur donc, de C'est qui le patron? Vous avez exposé tout à l'heure votre ambition de conjuguer efficacité et bien-être, efficacité et préservation des ressources de la planète. Vous étiez à la CEITA, vous nous avez expliqué ça tout à l'heure. Est-ce que vous aviez la même vision du management? J'ai bien compris que c'était difficile de se battre et de vendre le produit tabac, et que finalement, là où on pouvait motiver les équipes, c'était en leur disant il faut qu'on travaille bien ensemble et qu'on soit heureux de travailler ensemble. Mais est-ce que, au fil de votre carrière, votre conception du leadership a évolué? Oui, bien évidemment. Je pense qu'on n'est pas leader. Je pense qu'on n'apprend pas à être leader. Je pense qu'on devient leader.
hein. Je pense que c'est très important. C'est le parcours qu'on fait qui fait qu'on est un leader et qu'on caractérise ce leader. Et moi, j'ai débuté ma carrière plutôt en recherche et développement où j'avais pas d'équipe à encadrer. Et puis, on m'a confié une petite équipe. J'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis, on m'a confié une production, une usine, une région. Donc voilà. Donc c'est la suite des choses et sûrement une appétence aussi, bien sûr. Vous n'êtes pas né leader, c'est-à-dire contrairement à Non, je pense vos pas être né voisins, leader. vous n'avez pas tyrannisé Non, moi, toute la maisonnée dès votre plus jeune J'étais âge. très timide, etc. Je ne D'accord. pense pas avoir été né leader. Et donc, j'espère que je donne de l'espoir à tous ceux qui ne sont pas nés leaders. Et alors, comment est-ce que vous avez appris à être leader ? J'avais envie de vous poser cette question peut-être un peu saugrenue, mais puisque vous dites que vous redonnez du pouvoir aux consommateurs, est-ce que les consommateurs eux-mêmes, et là on pourrait presque penser aux familles quand on est dans un établissement, est-ce que les consommateurs eux-mêmes vous ont appris des choses, vous ont aidé à devenir leader ? Bien évidemment, et je pense que c'est le collectif qui est leader dans le cadre de la démarche qu'on défend. C'est-à-dire que ce qui est important pour qu'un système fonctionne, c'est qu'on puisse exister chacun en tant qu'individu, avec notre personnalité, notre manière d'être, mais au sein d'un collectif qui est régi par un certain nombre de règles, etc. Et c'est aujourd'hui, je pense, le secret de cette démarche-là, c'est qu'on a réussi à définir un certain nombre de règles qui font en sorte que tout le monde se sent à l'aise à la fois individuellement, il y a des gens de vraiment tous les horizons, mais quelque part pour une même cause. Alors on va passer la parole à Denis Christol, donc, chercheur associé au Centre de recherche, éducation et formation de l'Université de Nanterre. Est-ce qu'être un chef d'établissement, c'est en quelque sorte être chef d'une PME ? Alors moi je dirais non, parce que je pense que on utilise trop du vocabulaire d'entreprise pour entrer dans l'enseignement. Je pense que l'enseignement a des visées beaucoup plus hautes que simplement gérer des moyens. Donc bien entendu, il y a des contingences matérielles, organisationnelles, et il faut faire avec. Mais il y a charge d'âme quelque part. Hein. C'est beaucoup plus fort que simplement être patron d'une PME. Et cet apprentissage, quelque part, ça passe par, d'une part, une éducation, l'éducation qu'on peut avoir dans une école, mais ça passe aussi beaucoup par un apprentissage expérientiel. Ce sont les situations et les frottements avec le réel qui nous développent. Alors ça, c'est, pour dire des choses plus simplement, on apprend sur le tas, c'est ça ? En fait, on sait depuis les années 50 que 70% de ce que c'est un adulte est lié à des apprentissages qu'on qualifie d'informels, souterrains, invisibles. Ces apprentissages informels se font tout au long et tout au large de la vie. 20% des apprentissages que nous maîtrisons sont liés à des cours que nous pouvons suivre et seulement 10% liés à la formation initiale. Donc ça a été démontré, redémontré et redémontré, y compris pour les dirigeants et les managers. Beaucoup de chefs d'établissement ont été enseignants auparavant. Quel est le défi majeur à relever lorsqu'on passe du métier de professeur à celui de chef d'établissement ? Alors il y en a beaucoup parce qu'il y a un changement de posture qui est à construire. Je dirais que c'est une transformation identitaire et une transformation du rapport au savoir. Je n'apprends pas simplement pour moi, mais j'apprends pour ma communauté. Je m'intéresse à développer le bien commun de ma communauté. Donc c'est un changement d'angle, un changement de perspective qui amène à se distancer de ce que nous vivons et de rentrer dans un processus d'éducation ou plutôt de développement managérial qui passe par mais pourquoi je fais cela et pourquoi je veux développer cela. Je ne fais pas ça simplement pour gagner un peu plus d'argent ou pour être reconnu. Il y a pour moi une vocation beaucoup plus forte. Alors justement, la spécificité du leadership éducatif, quelle est-elle ? Vous avez dit on nous confie des âmes, donc ce n'est pas rien évidemment, mais est-ce qu'il y a une spécificité de ce leadership ? Il faut bien voir que les enfants, les jeunes qui arrivent dans des écoles, ils vont être marqués pour leur vie entière par des expériences humaines de socialisation extrêmement précoces. Et donc, ça va les imprimer pour toute leur vie. Donc, c'est très important à ce moment-là de voir que les premiers réflexes, les premières façons d'être en groupe, de vivre de façon dans le collectif, vont s'imprimer de façon très très forte. Donc
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je laisse faire, comment j'influence cela. Il y a aussi une dimension qui est très importante, je trouve de plus en plus importante, c'est la dimension architecturale. On voit que la construction de classes, d'écoles, induit des modes particuliers d'apprentissage. Beaucoup de modes et de réflexes d'apprentissage sont liés aux formes mêmes de nos classes, qui n'ont pas varié depuis le XVIe siècle. Il y a beaucoup d'expériences malgré tout qui se mènent aujourd'hui avec des bâtiments qui sont conçus de manière beaucoup plus modulaire. Est-ce que vous diriez, alors j'ai bien compris que le chef d'établissement n'est pas pour vous le patron d'une PME, est-ce que vous pourriez accepter la comparaison suivante, le chef d'établissement est une sorte de chef d'orchestre? Alors là aussi, il faut voir qu'il y a plusieurs types d'orchestres. On fait souvent ce parallèle entre l'orchestre philharmonique et puis l'organisation et les organisations humaines. Mais on a aussi des orchestres de jazz sans chef. On a aussi de très grands orchestres dans lesquels les partitions sont partagées entre les musiciens. On a toute forme de musique. Et la société appelle à de nombreuses formes de musique et de nombreuses façons de fonctionner. J'ai l'impression que nous vivons un temps qu'on pourrait qualifier de chaordisme, c'est-à-dire un ordre établi, très vertical, qui continue à perdurer, et puis une aspiration à l'horizontale. Alors l'horizontal, ce n'est pas le plat, ce n'est pas un égalitarisme à tout crin. L'horizontal, ça laisse place à des initiatives qui viennent de l'ensemble du corps social. Donc si on dit que le chef d'orchestre, il y a plusieurs types de musique, là je suis d'accord. S'il n'y a que de la musique de chambre ou symphonique, ça me gêne un peu plus. Van Mardy-Rossian, je vais vous poser la question inverse. Est-ce que vous auriez pu être chef d'établissement? Dans l'idéal, oui, j'aurais pu, j'aurais pas pris plaisir parce que ma vie c'est la musique. Donc si je suis pas sur scène en train de faire la musique, c'est comme un poisson, vous sortez de l'eau. Mais en dehors de ça, oui, parce que je fais en fait en tant que directeur musical de deux différents orchestres simultanément, je fais le travail d'un chef d'établissement parce que il y a dans notre administration, il y a des dizaines de personnes qui travaillent, qui ne sont pas musiciens. Anna Paye de la Borde, vous auriez pu être chef d'établissement? Alors, vous pourriez le devenir, vous avez une longue carrière devant vous, oui, et je suis sûr qu'on vous tend la main. Mais oui, moi personnellement, je pense que oui. C'est d'ailleurs un poste qui m'aurait plu. Mais c'est là où je suis un petit peu en contradiction avec ce qui a été dit précédemment, dans le sens où pour moi, un chef d'entreprise ne gère pas que des moyens. Oui, on en gère parce que il faut payer les gens à la fin du mois, il faut faire en sorte que l'entreprise puisse investir, il y a ce volet-là. Mais je trouve qu'il y a une vision vraiment aussi humaine, quand on le veut bien aussi. Je ne dis pas que c'est comme ça partout, mais personnellement, par la formation, par l'écoute que j'ai auprès de mes collaborateurs, il y a véritablement une éducation qui se fait. C'est ça, c'est-à-dire en fait, non seulement vous leur donnez un pouvoir d'agir, de prendre leurs responsabilités, oui, mais vous dites, j'ai envie aussi que mes collaborateurs gagnent en compétences, qu'ils apprennent. Mais je le vois. Et vous le voyez. Ah, mais et à quoi vous le voyez alors? Par exemple, j'ai une collaboratrice qui a démarré et qui avait vraiment une envie d'évoluer, de grandir, d'apprendre des choses. Et je lui dis, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Elle me dit, moi je suis nulle en anglais et je vois qu'au quotidien, j'ai du mal à renseigner des clients qui sont étrangers. J'aimerais apprendre l'anglais. Ok, je te paye une formation en anglais. Elle m'a dit, mais à côté de ça, j'aimerais bien aussi faire ton boulot plus tard et être manager. Du coup, on a travaillé ensemble sur du long terme de comment elle pouvait apprendre et évoluer. Aujourd'hui, je vois qu'elle est hyper sereine dans son travail dès qu'elle a quelqu'un d'étranger qui vient. Enfin voilà, là, on parle de mon contexte, mais de manière générale, être chef d'entreprise, si on est à l'écoute de ses collaborateurs et qu'on a envie qu'ils grandissent, je trouve que ça s'apparente à un rôle éducatif. Exactement. Merci à vous quatre. Alors, avant de passer aux questions, nous allons regarder ensemble un reportage qui va nous téléporter dans une toute autre réalité, celle de la course automobile, et plus précisément celle des 24 heures du Mans. Un pas de côté qui va nous permettre de découvrir le témoignage de Philippe Sinault, qui est le patron de l'entreprise Signature, basée à Bourges.
à la tête de l'écurie qui a remporté cette prestigieuse course en 2019, eh bien, Dominique Sinot évoque le management participatif qu'il a mis en place lui aussi et la nécessité de disposer d'un projet de qualité auquel peuvent adhérer ses collaborateurs. Regardez. Remporter les 24 heures du Mans, c'est l'exploit que l'écurie de sport automobile Signatec Alpine a renouvelé en 2019. Champion d'Europe par 2 fois et champion du monde d'endurance, Signatec Alpine est devenu en quelques années l'équipe à battre. L'entreprise Signature, c'est une aventure qui fêtera bientôt ses 30 ans. La concrétisation du rêve d'un homme, son fondateur, Philippe Sinot. Aujourd'hui, son écurie emploie 48 salariés, des collaborateurs passionnés et motivés que Philippe Sinot a su fédérer autour de son projet. J'ai pratiqué ce sport-là en tant que pilote. J'ai mis un peu de temps à me rendre compte que je n'avais pas le talent nécessaire pour faire carrière en tant que pilote. Donc, j'ai bifurqué sur une aventure humaine et d'équipe assez rapidement en disant que j'avais les hommes certainement autour de moi qui me permettraient non pas de gagner au volant des trophées, mais d'aller les chercher avec une équipe. Et depuis, on est devenu une écurie de course. Quand on a pour objectif de gagner, le faire en tant que pilote et soulever le trophée par moi-même aurait été génial, mais le talent n'est pas quelque chose que l'on a de façon innée. En tout cas, on peut le travailler, mais au bout d'un moment, quand on vise l'excellence, ça ne suffit pas. Donc je me suis rendu compte que rapidement, j'allais avoir besoin d'une équipe autour de moi et que ma valeur ajoutée, elle n'était peut-être pas là où je l'avais imaginé au départ, mais peut-être plutôt sur le management. C'est plus haut là ? La partie passager est différente aussi ? Oui, voilà, c'est pas les mêmes dimensions. D'accord. C'est un management totalement participatif et assumé. Je veux dire, chacun de mes collaborateurs savent très bien ce qu'ils ont à faire, leur domaine de compétences, leur spectre d'intervention. Et mon rôle, c'est qu'à tout moment, ils savent que l'autorité ultime, elle est là, elle est présente, elle est identifiée, en l'occurrence moi, mais qu'ils n'avaient pas besoin de faire appel à cette autorité ultime à tout moment. Voilà. On se met tous au service d'un collectif, c'est mon cas aussi, et qu'ils aient cette forme de réassurance ou d'assurance de savoir qu'à un moment, quand il y a une décision à prendre, il y aura un chef qui sera en mesure de la prendre et qui a la légitimité pour la prendre. Voilà. Il y a des moments clés, notamment dans le sport, des prises de décision, et quand elle est prise par la personne identifiée, que l'on a identifiée, qui a toute la légitimité pour le faire, elle ne doit pas être mise en cause. Des fois, un regard suffit pour acter les choses et que ça se déroule naturellement. Cette autorité naturelle, Philippe Sinot l'attribue à une seule chose, sa capacité à raconter son projet à ses collaborateurs. Il faut d'abord un projet fort, très très fort. Là, je crois qu'on en avait un, que ce soit gagner les 24 heures du Mans ou former des jeunes pilotes vers la F1. Voilà, ça c'est des belles histoires à raconter et on arrive à fédérer assez facilement autour de ces histoires-là. Donc un bon storytelling. Et puis après, c'est en effet le dévouement et l'implication des gens autour de nous. J'ai toujours tendance à dire qu'on est, somme toute, des gens assez ordinaires, mais ensemble, on fait des choses extraordinaires. Voilà, c'est cette alchimie, c'est cette volonté, cet enthousiasme, cette dynamique. C'est la qualité du storytelling, encore une fois, de l'histoire que l'on veut tous raconter ensemble, qui fait qu'on a l'adhésion des équipes. Après, on se doit, en tant que chef d'équipe, d'exemplarité, de répéter en effet les valeurs du projet auquel on a adhéré. Mais dans notre cas, et l'histoire est tellement belle, que ce soit avec des histoires iconiques comme les 24 heures du Mans, comme Alpine, je dirais les choses se font assez naturellement. Naturellement, mais pas sans une certaine pression du résultat. Car dans cette discipline exigeante, seule la performance compte. C'est clair que pour nous, le résultat, c'est notre fonds de commerce. Les performances, c'est un véritable fonds de commerce pour nous.
Maintenant, j'ai un rapport schizophrénique, moi, un peu, avec la performance. Parce qu'en effet, on est tenté de mettre beaucoup de pression à nos collaborateurs en disant si on ne gagne pas, ben, demain on peut disparaître, entre guillemets, ne plus exister. C'est le cas d'une équipe sportive, quel que soit son niveau. Et puis, je me dis que des fois, non, l'échec ou en tout cas les moindres performances font partie du parcours. Parce que des fois, je dis souvent, moi, le conflit est structurant. Donc l'échec est structurant aussi. Bien évidemment, c'est énormément d'heures de sueur, de questions d'échecs. Parce qu'on ne gagne pas tous les week-ends. Mais encore une fois, on apprend plus dans l'échec, comme vous le savez tous, que dans la victoire. Il faut mettre ces moments de remise en cause ou de doute pour construire, pour atteindre son objectif et être plus performant la prochaine fois. L'essentiel, c'est de garder la dynamique et ne jamais perdre de vue son objectif. Cette aventure, bien qu'avant tout humaine, requiert un très grand professionnalisme. Le rôle de chacun y est essentiel et le souci du détail constant. On a une véritable paranoïa du détail. On vérifie que 4 fois que l'écrou est serré, que le connecteur est bien branché. Il faut être attentif aux moindres détails et en faire son quotidien. Alors c'est usant, hein, c'est même très stressant, mais c'est une obligation. Un détail peut faire la réussite. Le moindre détail technique peut faire que la voiture abandonne, s'arrête au stand et qu'on perde la course. Et pareil pour le pilote. La moindre inattention, la moindre erreur de procédure peut faire qu'on perd une course. C'est important, oui, de valoriser le travail de chacun et de faire bien prendre conscience à chacun qu'il est un élément indispensable à la réussite, à la victoire. Le vrai moteur, c'est l'adrénaline. Quand on a goûté une fois la victoire, on sait le bien que ça fait, que ça procure. Et le responsable de la roue avant gauche, il sait très bien le plaisir que ça procure. Donc il veut retrouver ce moment-là. Moi, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas ingénieur. Donc j'ai besoin du responsable de la roue avant droite, mais de l'ingénieur qui fait la programmation moteur. Et lui, il sait très bien que lui, il n'ira pas chercher les partenaires et la stratégie de course, c'est moins son truc. Donc on est conscient de nos domaines de compétences. Et tout à chacun sait que c'est ensemble qu'on y arrivera. Donc c'est la notion de culture d'entreprise. Et quand on gagne vraiment tous ensemble. On monte tous ensemble sur le podium et voilà comment ça doit fonctionner. Si je dois être fier de quelque chose aujourd'hui, en regardant un peu derrière, c'est en effet d'arriver à faire que chacun de mes collaborateurs et membres de mon équipe, on arrive à vivre une passion tout en ayant fait un vrai métier structuré et avec un peu de visibilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui on gagne et qu'on est performant, c'est encore une fois, c'est la qualité du projet et un projet que l'on puisse partager. C'est ça la vraie qualité d'un projet. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à mobiliser les gens, les énergies et leur demander l'impossible. Et je pense que c'est la vraie qualité qu'il faut avoir, la vraie force qu'il faut avoir, et c'est bien d'identifier la force d'un projet. Bien, bon reportage. En quelques mots, vos réactions. Van Mardy-Rossian, est-ce que vous aussi, vous demandez l'impossible à vos musiciens ? C'est le principal de notre métier. C'est en permanence demander quelque chose qu'ils ne font pas d'habitude. Donc en permanence demander l'impossible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'étais en train de regarder, je me disais, une écurie, c'est un peu comme un orchestre, en fait. En gros, puisqu'on a une réunion des excellences, puisque dans des orchestres, je ne sais pas si vous savez, mais chaque place est extrêmement chère. Donc quand il y a un départ à la retraite, etc., quand il y a un remplacement de musiciens, il y a à peu près entre 50 et 200 personnes pour un seul poste qui se présentent, il y en a un seul qui entre. Donc, en gros, voilà, il y en a, on réunit tout ça et on obtient quelque chose ensemble, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, demander l'impossible, c'est une expression. À quel moment vous savez que l'impossible devient possible et comment vous savez que cet impossible-là, il ne faut pas le demander ? Alors, je ne sais pas à l'avance, je sais au moment même où, sur scène, où quelque chose se passe. Et ça, ce n'est possible que quand les musiciens aiment leur chef. C'est-à-dire moindre petit problème relationnel et cet impossible ne va jamais être atteint, ils ne vont même pas s'approcher. Anna Pedlaborde, dans votre travail quotidien, vous êtes attentive aux détails, vous avez la paranoïa
pour reprendre l'expression de Philippe Sino, vous avez la paranoïa du détail aussi. Moi, j'ai pas du tout la paranoïa Vous du me détail, rassurez, parce que très je bien. suis nature entière. Les zen. Par contre, dans notre magasin, il est écrit la citation de Léonard de Vinci: les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. Parce que je pense qu'à tout niveau, les détails sont importants. Que ce soit vis-à-vis de notre travail par rapport au client, que ce soit un client final qui vient dans le magasin ou une entreprise qui nous contacte, mais aussi en management, parce que effectivement, tout peut vriller sur un détail, sur le même message, mais qui est dit d'une intonation différente ou juste avec un mot qui change. Qu'on a rédigé un peu rapidement. Exactement. Et qui part sans être relu. Et vous au lieu avez d'envoyer des années un mail, de conséquences néfastes. C'est ça. Et quand on écrit un mail et qu'on se dit mais non, mais en fait, il vaut mieux que j'aille voir la personne plutôt que lui envoyer un mail. C'est tous ces détails-là qui sont intéressants dans nos métiers, je pense. Laurent Chaban, il a été beaucoup question de performance. Je disais tout à l'heure que vous avez, tout au long de votre carrière, essayé de concilier performance et bien-être. Ça marche bien ensemble ? Enfin, est-ce que le mot performance n'est pas finalement un gros mot pour des gens comme vous qui prônent une approche de l'entreprise humaine, responsable? Moi, performance, ce n'est pas un gros mot, bien entendu qu'il est important, ce mot-là. Maintenant, moi, j'y rajouterais un autre mot qui est performance durable. D'accord ? Et l'exemple de la course est bien là, c'est-à-dire gagner une course, c'est une course contre la montre. Donc, on peut se mobiliser tous ensemble, mettre une énergie extraordinaire pour gagner une course. Maintenant, pour gagner toutes les courses, mettre la même énergie à chaque moment, c'est des fois un peu impossible. Il faut de l'humilité. C'est là où je pense que la performance durable doit être associée au bien-être et au plaisir d'être ensemble. Sinon, oui, on peut être performant ponctuellement, mais je ne pense pas que sur la durée, on puisse l'être. Denis Christol, j'ai bien noté vos réticences à transposer le vocabulaire de l'entreprise dans le monde éducatif, mais est-ce que la performance durable pourrait faire partie du vocabulaire d'un chef, d'un chef d'entreprise, d'un chef d'établissement? Ça dépend ce qu'on va utiliser derrière le mot performance. Pour moi, un système éducatif performant, c'est un système qui prend l'enfant à l'endroit où il est et qui l'amène un peu plus haut que ce qu'on aurait pu imaginer ou le plus haut de son potentiel, donc qui l'aide à se déployer. Donc, effectivement, je suis réticent à la managérialisation des établissements éducatifs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs, parce qu'il me semble que ce qui est important aujourd'hui, c'est le vivre ensemble, c'est de construire de l'intelligence collective, c'est d'embarquer tout le monde. Donc je suis assez suspicieux sur la compétition à tout crin, tout le temps, et dès l'école. Même si elle va nous toucher dans notre vie, je pense que la question c'est comment faire de chaque acte pédagogique un acte collaboratif, de la conception à l'animation, à l'évaluation, et faire en sorte que chaque acte pédagogique qui est ainsi réalisé contribue à fabriquer du lien social derrière. Donc, voilà, moi, ce qui est une performance en soi. Ce qui, alors du coup, si c'est une performance, là, moi, ça me va bien. Mais quand on parle de performance dans le domaine éducatif, on le voit avec PISA notamment, on le voit avec un certain nombre d'évaluations qui sont conduites à l'initiative du ministère. On parle plutôt de performance scolaire, même si PISA s'intéresse par exemple au bien-être des élèves, mais on est vraiment dans l'appréciation de leurs compétences dans telle et telle matière, et on est capable d'avoir des tableaux, etc. Est-ce que ça vous paraît être néfaste pour le monde éducatif? Alors, c'est des indicateurs, ils valent ce qu'ils valent. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a un vieux dicton gestionnaire qui dit « n'existe que ce que l'on peut mesurer ». Tout ce qu'on ne peut pas mesurer n'existe pas. Et pour moi, ce qui est primordial dans l'éducation, c'est ce qu'on ne peut pas mesurer. C'est des choses invisibles. Hein. L'essentiel est invisible pour les yeux, nous rappelle le Petit Prince. C'est ça qui est important. Donc, comment trouver cet invisible ? Comment aider chaque enfant à se déployer, chaque professeur à donner le meilleur de son potentiel. Si vous trouvez des indicateurs de mesure, pourquoi pas ? Pour l'instant, moi, je n'en connais pas. Est-ce à dire que, par exemple, les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, donc, qui
prennent en compte à la fois le résultat au bac, mais aussi la façon dont on a emmené de la seconde jusqu'au bac ces élèves. Est-ce que des indicateurs comme cela n'entrent pas dans la mesure de l'effet chef d'établissement pour vous? Alors, je m'intéresse par ailleurs à des questions d'innovation publique et d'évaluation des politiques publiques, et c'est des questions qui sont excessivement difficiles parce qu'il faudrait mesurer toutes choses égales par ailleurs. Donc, prendre en considération le contexte, la situation, la qualité des équipes, la qualité des projets, etc. Et on s'aperçoit que c'est excessivement difficile d'avoir ce toutes choses égales par ailleurs. Donc, je suis excessivement prudent par rapport à du comparatif entre établissements, entre territoires, entre enseignants. J'ai fait des visites en Angleterre où vous avez carrément le patron de l'école, son nom est écrit en grand sur l'école. Et on voit que c'est Madame Johnson Schools, hein, qui est marqué en grand comme ça. Donc, moi, je serais plutôt à réfléchir à d'autres modèles qu'on peut voir en Finlande, qu'on peut voir au Québec, où la dimension de l'intelligence collective est plutôt mise en avant, et le résultat est ce qui vient. Vous avez John McEnroe disait, si on ne cesse de regarder le tableau de marque, on cesse de regarder la balle et on perd le match. Ce qui est important, c'est de voir ce qui est en train de se passer. Alors, merci beaucoup pour cette citation. On va revenir évidemment sur ces questions d'effet chef d'établissement et d'effet établissement demain dans notre nouvelle table ronde. Et dès à présent, eh bien, on va prendre des questions de la salle. Je me tourne vers Céline et Sandrine. Est-ce qu'il y a dès à présent des questions du public ? Tout à fait. Plusieurs questions nous sont remontées. La première, le pilote d'effet est-il celui capable de rendre l'ordinaire extraordinaire? Van Mardi-Rossian. Dans notre métier, oui. Dans notre métier, oui, dans la musique, l'ordinaire, enfin, c'est l'extraordinaire qui est plutôt, qui intéresse tout le monde. D'ailleurs, le public et les musiciens et les collègues. Et les collègues, oui, absolument. Vous êtes à la recherche de l'extraordinaire, c'est-à-dire que vous êtes en train de vendre de l'extraordinaire quand vous abordez, vous préparez un concert, vous avez une symphonie devant vous. Alors, souvent, elle est déjà extraordinaire en elle-même, mais vous avez toujours en tête de donner au public à entendre quelque chose qu'il n'a jamais entendu. Absolument. On cherche la version qui est propre à nous, et puis on cherche la version comment vous dire, si on est honnête envers l'œuvre, on va jusqu'au bout, et chaque fois qu'on joue quelque chose, c'est comme si on jouait pour la dernière fois. Donc il faut faire la meilleure version. Des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Laurent Chaban, peut-être la même question. Rendre l'ordinaire extraordinaire. J'ai envie de dire que c'est un peu ce que vous faites au quotidien. Quand on vend des briques de lait, c'est relativement ordinaire. Ça fait partie du quotidien de tous les Français. Et en même temps, vous avez fait de ce produit beaucoup plus qu'un produit. C'est un acte militant que d'acheter vos briques de lait. Moi, je reviens sur ce que disait Denis. Je crois que l'extraordinaire passe par l'intelligence collective. Et en soi, de vendre des briques de lait, ce n'est pas une performance extraordinaire. Il y a des grands groupes qui vendent beaucoup plus que nous. Par contre, le ressenti et globalement l'émotion dégagée par le fait que cette communauté existe et se mobilise autour de cette cause, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça ne passe que par le collectif. Donc, le leader, lui, est nécessaire, mais il n'est pas suffisant s'il n'a pas un collectif autour de lui. Alors, on va prendre une nouvelle question. Deuxième question. Nous sommes chefs d'établissement et non leaders d'établissement. Nous ne pouvons pas avoir le consensus en permanence. Il faut parfois être directif. Comment allier les deux? Denis Christol, est-ce que être directif, c'est forcément aller à l'encontre du consensus et en tous les cas ne pas appliquer les préceptes du bon leader qui emmènerait tout le monde avec lui? Alors, dans les explorations que j'ai pu faire, j'ai rencontré les travaux de Gilles Charest, qui est un Québécois, et qui a créé quelque chose qu'il appelle l'école du chef. Et lui, il ne parle pas de consensus, mais de consentement. Et donc, ce sont des méthodes qui peuvent être utilisées pour prendre une décision en associant les membres de l'équipe.
qui ne vise pas à avoir un accord absolument sur tout, mais à l'issue de ce processus et de ce type de processus, d'avoir un niveau d'accord suffisant pour que chacun puisse se sentir bien avec la décision prise. Et donc ces apprentissages méthodologiques de décision par consentement permettent d'embarquer un ensemble plus large sans être obligé de trancher de façon très directive. Donc c'est un intermédiaire, je dirais. Juste avant de vous donner la parole, moi j'ai quand même une question qui me vient à l'esprit. Chercher le consensus, c'est bien, mais quand on est sinon dans l'urgence, du moins dans la nécessité de faire tourner un établissement, je ne vous parle même pas de faire tourner un quotidien comme La Croix où on fait une édition tous les jours et on a des décisions à prendre en permanence. Si on devait rechercher le consensus à tout prix, on serait quasiment paralysé. Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce qu'on peut, dans une entreprise comme la vôtre, chercher le consensus en permanence avant de prendre des décisions ? Parfois, il faut agir dans l'urgence. Exactement, moi je suis totalement d'accord avec vous, dans le sens où, pour moi, c'est primordial d'écouter. On écoute les gens et effectivement, on ne peut pas avoir le consensus tout le temps. Et c'est d'ailleurs l'intérêt du chef d'établissement, c'est qu'à un moment donné, on peut dire aux gens, je vous ai écouté, maintenant il faut que je décide et je vous donne le sens. Et pour moi, donner le sens, c'est hyper important dans le sens où chaque personne qui travaille avec le chef d'établissement, une fois qu'il a pu exprimer ses besoins ou ses envies, ses attentes, et qu'on lui a donné le sens sur la décision, alors certes, des fois ça se fait dans la douleur, mais ça se fait. Est-ce que toute décision doit être expliquée ? Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est primordial pour moi. Mais... Je vais répondre à votre question, mais je reviens parce que ça me tient à cœur. On parle de décision, de leader qui prend des décisions, etc. Bien évidemment qu'un chef d'établissement, j'imagine, doit prendre des décisions, mais moi, ce qui me paraît le plus important, c'est que la responsabilité du chef d'établissement est de faire en sorte qu'un processus de décision existe. Et c'est bien différent, d'accord ? C'est-à-dire qu'un processus de décision, ça peut être « je vous écoute tous et je décide à la fin ». D'accord ? Ça peut être on commence par voir si on trouve un consensus pendant 2 heures et puis ensuite je décide. D'accord ? Il y a plein de choses. Donc à partir du moment où le processus de décision est formalisé et connu de tous, il n'y a plus de frustration particulière à ce qu'à un moment donné, le chef décide. D'accord ? Si par contre, il décide de manière autocratique, sans avoir prévenu qui que ce soit, là, ça devient compliqué à long terme. Donc, plus qu'une notion de directivité ou pas, moi, je pense qu'il faut travailler sur le fond et donc sur les processus, de même sur les processus d'urgence. Alors, Sandrine et Céline, y a-t-il d'autres questions ? Encore une, le chef d'établissement est-il un couteau suisse ? Alors c'est peut-être pour vous, Denis Christol. Alors, moi, j'imagine que oui, parce que alors, je ne connais pas le métier précis de chef d'établissement, je vous prie de m'en excuser, mais nécessairement un couteau suisse, puisqu'il a à gérer de la stratégie, du quotidien, de l'humain, du social, de la relation à l'autre. Donc, forcément, il est un autodidacte de son métier, il l'invente en permanence, il l'incarne le mieux possible. Et probablement qu'une des dimensions qui sera le plus appréciée, c'est qu'il soit aussi en capacité de reconnaître ses erreurs ou ses fragilités aux phases des collectifs. Et ça, c'est aussi une question de son humanité donnée à voir, qui autorise aussi les membres de son équipe à avoir leurs propres fragilités et à les exprimer. Et lorsqu'on peut s'exprimer sur ces fragilités, on progresse collectivement. D'accord. Est-ce que nous avons encore d'autres questions de la salle ? En 4 mots, quelles compétences nécessaires pour un bon leader au XXIe siècle ? 4 mots, on commence par vous. Anna Peddelaborde. J'en dis 4 ou 1 du coup ? Vous en dites, non, on va en dire 4, je pense. Alors en 16 mots, qu'est-ce qu'un bon leader ? Les compétences nécessaires, je redis toujours la même chose, mais pour moi c'est important, c'est écouter, décider, être empathique. J'en ai dit 4 du coup, mais non, ouais, et donner le cap. Et donner le cap. Voilà. Mardi Rossian. Je vais aller dans le même sens parce que d'abord professionnalisme, c'est-à-dire compétence. Deuxièmement, il faut qu'on arrive à écouter, ça c'est très important.
pouvoir décisionnaire, c'est-à-dire ne pas être un lâche et ne pas avoir peur de prendre des décisions qui tranchent des fois. Et puis, je dirais même presque un aura, comme ça, qui fait qu'on vous écoute. Laurent Chaban. Fidèle à ses valeurs. Ça fait 4 mots, non? C'est bon. Ouais. Bravo. Alors moi je dirais d'une part de la créativité, d'autre part d'être en capacité d'apprendre, ensuite de collaborer, et puis le dernier c'est le sens critique, garder du sens critique. Je crois que c'est formidable parce qu'on a pu avoir comme ça un éventail de mots qui parfois sont proches les uns des autres et qui en même temps nous aident à mieux cerner le rôle et les missions d'un chef d'établissement. Merci beaucoup à vous quatre. Merci aussi à Philippe Sinaud d'avoir accepté de témoigner dans notre reportage.